Salut le monde! Morden avec vous aujourd'hui pour un brin de X Shard of Fate. Aujourd'hui à l'émission, on va vous présenter le nouveau X. Wow. En fait, beaucoup de choses quand même intéressantes. Première chose, le nouvelle interface. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont changé assez drastiquement l'interface du jeu. Donc, nouvel écran d'accueil avec les nouvelles qui vont défiler dans ce corps ici. La campagne qui va être le gros de l'épisode d'aujourd'hui. Le magasin qui reste la même chose. Apprendre X qui se divise maintenant en tutoriel et en pratique. Et le play tout simplement qui va nous permettre de jouer un contre un, de pouvoir être dans des tournois, de faire le Frostring Arena que je vous ai déjà présenté dans un précédent vidéo, et atteindre le Card Manager qui se trouve être le manager, dis-je, qui se trouve être votre collection. Tous ces beaux trucs-là sont aussi disponibles ou à peu près dans le haut. Dans le haut, on a toujours les options qui se résument à pas grand-chose, malheureusement. Quoique on n'a pas énormément besoin de plus d'options que ça. On va avoir évidemment les mails qui vont avoir pas beaucoup changé non plus depuis la dernière fois. Le stash d'inventory qui est plus clair, je dirais. Le format est bon, la grosseur est bonne. Tous les différents items que j'ai ramassés se retrouvent facilement ici. Et on peut toujours cliquer droit sur un item pour savoir ce qu'il fait en question. On va avoir l'Auction House qui n'a pas changé depuis la dernière fois non plus, ou à peu près pas. Et évidemment le magasin, qui lui non plus n'a pas subi de modifications importantes. C'est quoi qui a changé d'abord? La campagne. En fait, ça n'a pas changé, c'est nouveau. Dans les choses qu'ils ont changé récemment, on peut y aller avec le chat. Avec maintenant, on peut avoir nos petites icônes de chat. Donc, c'est un petit peu plus sympathique. On va avoir des espèces d'émoticônes aussi dans le bas qui peuvent être quand même drôles si on a beaucoup d'amis sur le chat en question. Pour l'instant, c'est assez tranquille côté amis. Donc, le gros du jeu qui a changé, c'est la campagne. J'ai commencé déjà la campagne avec mon premier personnage. Et pour les besoins du vidéo, je ne reprendrai pas ce personnage pour vous le montrer. Je vais plutôt créer un autre champion. Donc ça va vous permettre de voir aussi la création des personnages. Allons-y avec la création des personnages. Donc présentement, il y a deux factions disponibles dans le jeu, le Ardent et le Underworld. Vous aurez donc compris que ce que je m'apprête à vous montrer, la campagne, se trouve être du Player vs Environment, PvE, qui veut tout simplement dire qu'on va avoir une histoire qui va nous être présentée, un peu comme un MMORPG, et c'était d'ailleurs le vouloir de la compagnie en fait de faire un jeu de cartes allié avec un MMO. Donc on se crée un personnage, notre personnage va avoir des aventures et va se battre tout simplement contre des ennemis sous forme de combat de cartes à jouer, de style Magic, de style X. Donc notre personnage peut être du côté ardent, donc on va dire le côté bon du jeu, et du côté Underworld qui est du côté un peu plus sombre du jeu. Évidemment, on va avoir le mâle ou la femelle, donc le monsieur ou la madame. Les différentes races. Donc du côté de l'Underworld, on a le nécrotique, le dwarf, le chimère et le venom.
On va avoir 3 classes, le Cleric, le Warrior et le Mage. Du côté ardent, on va avoir la même sorte de classe. Par contre, on va avoir évidemment 4 races différentes. Donc l'humain, l'orc, le coyotl et l'elfe. Pour les besoins de cette vidéo, je vous montrerai pas toutes les factions différentes avec chaque type de race versus chaque type de classe que ça va faire. Évidemment, tout ça vous est décrit dans le petit texte qui est, on va se le dire, quand même assez petit à lire. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose que j'aime moins un peu présentement de la campagne, c'est que tout le texte qu'on retrouve dans la campagne est très petit. Je n'ai pas essayé de mettre le jeu en français. Possiblement que y a les traductions dans le fond lorsque vous mettez le jeu en français de tout ce qui peut être retrouvé dans la campagne, mais étant habitué de jouer à ce jeu-là en anglais, pour les besoins de la cause, j'ai décidé de laisser mon jeu en anglais. Donc, une fois que vous allez sélectionner la faction, le genre de votre personnage, la race ainsi que la classe, chacune des combinaisons va vous donner accès à des talents particuliers. Donc ces talents-là, vous pouvez en avoir jusqu'à 6 par personnage et ça va se débloquer au fur et à mesure que votre personnage va monter en niveau. Ici on peut voir son Starting Health, donc le niveau de points de vie de départ de chacune des parties de ce personnage-là, et la main de départ, donc le personnage commencerait ainsi donc dire avec 7 cartes dans ses mains et 22 points de vie. On va en partir un vraiment au hasard, je ne crois pas que ça ait beaucoup d'importance sur ce qui va se passer dans l'histoire, mais allez savoir. On va y aller avec tiens, un humain cleric. Ça va être bien correct comme ça. On va lui donner un nom. Modern Test. Et on va créer le champion. Il me félicite d'avoir créé mon champion. Je le remercie bien bas. Donc, mon champion commence niveau 1. J'appuie 2 fois dessus pour entrer dans le jeu. La raison pour laquelle je n'ai pas commencé à vous présenter la campagne dès le départ, c'est tout simplement que c'était affreusement lent. Donc, ils ont eu de la difficulté avec les serveurs au départ parce qu'il y avait énormément de gens qui voulaient avoir accès évidemment à cette nouveauté-là et ça a fait en sorte qu'on a eu des grands ralentissements sur le serveur. Depuis très peu de temps, les serveurs me semblent beaucoup plus stables, quoique ça pourrait arriver qu'en plein milieu du vidéo, il y ait des bons lags. Donc, vous en serez avertis. Les gars de Hex travaillent très fort sur le jeu pour faire en sorte que ça ait moins d'impact négatif sur nous. Et je dois dire que, en tout cas, pour l'instant, ils ont fait quand même un beau travail. Là, ce que je vais faire, dans le fond, évidemment, je ne vous lirai pas tous les textes. Je veux juste vous montrer un peu l'interface, à quoi ça peut ressembler, les différents plateaux de jeu, et ainsi de suite. Donc, on va y aller vraiment très rapidement. On va dire à peu près n'importe quoi. Ça n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Vous voyez qu'il y a énormément de texte. Donc, moi, j'aime bien lire ça. Par contre, ça ne sera pas nécessairement donné à tout le monde de triper sur l'écriture ou sur la partie historique. Une des nouveautés que vous allez avoir, évidemment, dans le PvE. Bon, si on regarde au niveau de l'interface, je vais vous présenter ça tout de suite. Dans le haut à droite, en plus d'avoir les icônes conventionnelles ainsi que le platinum et le gold qu'on va avoir pour notre account en tant que tel, on va avoir ici à droite les quêtes. Et les quêtes, évidemment, on peut l'ouvrir, le fermer et on va voir où on serait rendu au niveau des quêtes dans notre histoire si on veut. Ensuite de ça, dans le haut, on peut sortir de la campagne et on peut retourner vers la map que vous allez probablement voir lorsque je vais continuer à jouer. Ici, on va avoir la possibilité de modifier notre deck de départ, parce qu'on part avec un deck qui nous est assigné. Et ici, on va avoir nos talents de personnage. On va avoir évidemment notre image de personnage. Le cercle autour va représenter nos points en expérience, notre niveau d'expérience, qui est aussi représenté ici. Donc, ça me prendra ici 1000 points d'expérience pour monter de niveau. Je suis évidemment niveau 1.
Nouveauté, en fait, pour ceux qui suivent le jeu depuis un bon bout de temps, vous saviez que ça s'en venait, donc des backgrounds interactifs, si on veut, qui vont nous permettre de rencontrer différents personnages. Donc, deux façons de rencontrer les personnages. Soit en les cherchant tout simplement sur la map, ça va être des gros carrés comme ça ici, ou sinon on peut tout simplement appuyer sur le carré, il va nous centrer sur la map, et on appuie dessus. En appuyant clic gauche, ça va partir un dialogue, et blablabla, blablabla. On s'en fout un peu, on va dire n'importe quoi, et bien voilà, c'est notre premier combat. Donc, ce qui est bien, c'est au début de chaque combat, pardon, on va avoir, bon, évidemment, présentation du combat, VS, on va avoir euh, les, comment je pourrais dire ça, les habilités que le personnage euh, qu'on affronte va avoir. Donc, dans ce cas-ci, il va avoir le droit de faire une action basique, ça veut dire lorsque ce sera à son tour. S'il y a un threshold blanc et bleu, si vous ne savez pas de quoi je parle en ce moment, référez-vous à mes premières vidéos. Je ne réexpliquerai évidemment pas comment le jeu fonctionne. Donc, si vous avez les thresholds de bleu et de blanc, vous allez pouvoir payer 3 points pour faire en sorte qu'une de vos troupes ait +1/+1 pour ce tour-ci. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne en jeu. Vous allez voir évidemment que l'interface a beaucoup changé. Donc là, on a eu un mini lag. Rien d'extraordinaire. Ok, donc déjà à la base, pour ceux qui m'avaient déjà vu jouer amplement euh, aux dernières versions du jeu, vous voyez déjà une bonne différence au niveau de l'interface. Donc, première chose qu'on peut voir au niveau de l'interface, c'est évidemment cette barre-là ici. Donc, on va avoir notre pool de ressources. Donc, au lieu d'avoir les ressources qui vont s'afficher dans le board, ils vont s'afficher vraiment en dessous, un peu plus dans le style de Magic. On va avoir le nombre de cartes qu'on a dans les mains. Et ici, il va pouvoir avoir des habilités qui vont s'afficher si ma mémoire est bonne. Du côté de nos personnages, donc les personnages sont beaucoup mieux faits selon moi, ils prennent moins de place, ils donnent l'information qu'ils ont à donner. Donc, évidemment, c'est de la maison Morden Gaming. Le personnage s'appelle Morden Test. On voit le nombre de points de vie de notre champion, son level, sa classe, puis son affiliation. Ici, on va avoir notre habilité à nous. Donc, mon habilité, ça va être de prier, tout simplement, en mettant 2 points là-dedans. En fait, lorsque je vais ramasser 2 thresholds, donc 2 ressources, je vais pouvoir payer 2 pour faire 2 blessings qui vont être mis dans mon deck. On expliquera tantôt qu'est-ce que ça veut dire. Euh, donc, est-ce que je garde cette main-là ou est-ce que je reporte cette main-là? Cette main-là ne me dit rien qui vaille. Pigeon. Oh, c'est encore pire. Pigeon. Ça m'intéresse. Continuons. Donc, déjà à la base, en mettant un mana, dans le fond, une ressource, euh, les ressources avant ça se mettaient en jeu. Maintenant, vont aller dans les barres de ressources. Donc, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça comme ça. Ça vient un peu moins dur à comprendre, je trouve, de savoir qu'est-ce qu'on a exactement comme ressource. Le bouton reste pareil, il est bien positionné, juste au-dessus des cartes. Donc ça leur a pris un bon bout de temps avant de comprendre la meilleure façon de le placer. Mais là, je pense qu'on est vraiment au bon endroit. Donc, on reste avec le centre qui nous dit à quelle phase on est, mais vous avez aussi la roulette des phases ici qui nous donne une bonne vue globale de où on est rendu. Et si vous avez remarqué, le petit truc doré va nous dire de quel côté c'est à jouer. Donc, lorsque ça va être à mon tour, voilà, l'arche dorée est revenue de mon côté. Donc, on va jouer tout simplement une partie. Donc, là, j'ai mes deux j'ai mes deux charges. Je vais pouvoir appuyer là-dessus. Ça va me faire
2 Blessings qui s'en vont dans mon deck, qui a maintenant 54 cartes. On va passer le tour. Évidemment, là, on est en début de campagne, donc vous voyez que mon adversaire a très peu de points de vie, 11. J'aurais tendance à dire que normalement, ça devrait être facile, mais ça ne sera peut-être pas le cas avec le style de deck que j'ai là. Je connais pas le deck que j'ai pris, évidemment. Donc, quand cette créature-là entre en jeu, vous choisissez une carte dans votre main. Cette carte-là gagne coût -1. Excellent. On va manger un point de dégâts. Donc, vous voyez que le board est très différent aussi de ce qu'on est habitué à voir là, dans les anciennes versions de Hex. C'est plus dynamique, je trouve ça génial. Très très beau comme RPG. Un beau jeu de cartes RPG, bien fait, super bien réalisé, c'est parfait. Donc j'ai mis mon buffle frigide. Et là, pour l'instant, il saura pas trop quoi faire. Donc, ah, et ben oui, il va lui donner +1/+1, ça fait bien du sens. Puis il s'est repris un Mindcaller. Puis un autre Mindcaller, excellent. Qui se donne des points de vie en attendant, c'est correct. On va ignorer ça. Parce que si je peux prendre un diamant... Non, c'est un rubis, ça va faire la job pareil. 3, 4. Sphère, 2 blessings. On va... C'est une action basique. On va attendre. On va attendre. On n'attaquera pas. On va se défendre seulement. C'est la joie des Mindcallers. On va se préparer. On va lui en tuer une. Manger 5, il n'y a rien là. Ok, Blessing. Les Blessings sont intéressants. Vous vous souvenez que ma classe, c'est d'être un Cleric, donc un clerc, un prêtre, si on veut. Euh, le fait d'être cleric fait en sorte que je vais mettre de ces cartes-là dans mon deck. Cette carte-là fait que pour 0, je vais gagner 2 points de vie. Je vais piger une carte. Et si j'avais des ennemis undead, un opposant au random aurait -1, -1. Donc c'est quand même assez intéressant. Dans ce cas-ci, je vais jouer le Blessing. Puis j'ai ma carte. Oh, tiens donc. Jouer le Blessing. Puis j'ai ma carte. Excellent. Diamond Shard. On va y aller de... Blablabla. On va y aller avec ça. Lui donner +2, +2. Passer le tour. On va attaquer avec ça. C'est à son tour. Donc très fluide aussi le jeu, comme vous avez pu remarquer. Malgré tout le graphique qu'ils ont rajouté sur la planche de jeu, ça paraît pas trop. Donc c'est bien parfait. Il va finir par manquer de jus, c'est ça qui va arriver. Ah, c'est excellent. 6, on va avec 3 pour lui. On va faire ça. Et on va piger 2 cartes. Excellent. On va attaquer avec ça. Au prochain tour, il est pas mal mort. À moins qu'il me sorte un lapin de son chapeau. Ça n'arrivera pas. Ah, il est peut-être pas mort. Mais il sera pas fort. Ok, on va commencer par piger les cartes pour savoir si on n'est pas capable de se donner un petit peu plus. Excellent. Donc, on va booster ça ici. +2 encore, et c'est suffisant pour la victoire.
Et ben voilà. Donc, vous voyez, super fluide le jeu, c'est parfait. Et là, bon, on a gagné. Qu'est-ce que ça nous donne? Évidemment, des points d'expérience, mais aussi de l'or. À noter que j'ai un petit peu plus de points d'expérience que ce que vous devriez avoir en général. Tout simplement parce que à l'époque, il y a 2 ou 3 ans de ça, j'avais kickstarté X. Et un des trucs que j'avais ramassé, c'était... je me souviens même pas comment ils appelaient ça. Mais j'avais ramassé ce... Comment je pourrais dire ça? Dans le principe du Kickstarter, vous avez différents types de pledges possibles. Et le pledge que j'avais ramassé à cette époque-là, c'était celui des donjons. Dungeon Master, ou je me souviens pas trop quoi. Ce que ça faisait, en fait, c'est que je gagnais plus de points d'expérience, si je me trompe pas, lors de mes missions en campagne. Et lorsque je réussis à battre un boss, je ramasse plus de trésors. Donc, éventuellement, ce qui va arriver avec X, c'est qu'on va pouvoir avoir des guildes ou des maisons, en fait, et on va pouvoir jouer à plusieurs contre l'ordinateur. En tout cas, c'est ce que c'était supposé d'être au départ. Ça va-tu arriver? J'imagine que oui, mais j'imagine que ça va être un petit peu plus difficile que ce qu'il y avait escompté au départ. Bref, ça ici. J'ai une mission. Donc, on reconnaît le signe pour ceux qui jouent souvent à des MMORPG. J'appuie là-dessus. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Et je veux pas trop vous montrer l'histoire. Et généralement, on va arriver à la première map. Donc, au niveau de l'interface, encore une fois, ça, on est un peu dans le tutoriel, donc je vais essayer de finir le tutoriel avec vous. Donc, on a mon personnage avec une espèce de pinpoint qui va nous montrer où on est sur la map. Donc, présentement, je suis au Outer Watchtower, dans le donjon. Donc, petite description de ce que je rencontre à cet endroit-là. J'appuie ici. C'est toujours la même chose, sauf que là, on va être au Downbridge, au pont. Petite histoire. Voyager, travel. On rencontre notre ami qui nous dit blablabla. Bla, 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 bla. On avance, travel. Blablabla. Bla, 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 bla. Ouh, un autre ennemi. Donc, celui-là, On Wings of Dusk. Basique toujours, avec du diamond et 3 de charge. La troupe va avoir Flight et Life Drain pour ce tour-ci seulement. Et il va avoir quelque chose de spécial, évidemment, là, comme on joue un peu comme un MMORPG, chaque ennemi va avoir des trucs qui vont lui être différents. Celui-là va avoir le Soul of Diamond. Au début de ton tour, si tu as 3 troupes ou plus dans ta crypte, qui se trouve être le Graveyard en termes de Magic, tu voides toutes les troupes de ta crypte et tu gagnes 3 points de vie. Donc, il va se régénérer. Super! Petit détail dans l'interface aussi, vous avez remarqué la petite roue ici, tout à fait conventionnelle, donc ça n'a pas changé beaucoup. La présentation est beaucoup mieux faite, même au niveau des combats. Oui, excellentos. Donc là, ce que je veux faire, on va essayer de sortir le Buffalo rigide. Excellent. Au deuxième tour, il va sortir. Ensuite, je vais me dépêcher à sortir mes Clergymen qui vont booster mes autres créatures. Ok, fait que lui va essayer de shifter les powers. Shifter les powers, en fait, c'est que pour... je vais vous montrer quand on va en avoir un, en fait. Ça va être plus simple. Un rigide buffalo. Et on va faire une prière. J'aime bien les classes qui amènent quelque chose d'intéressant au jeu. Ou un deuxième. Donc là, il va avoir l'embarras du choix. Il n'attaquera pas, évidemment. On va y aller d'un saphir. On va... Oh oui, ça vaut la peine d'attaquer.
On va attaquer. Il ne se défend pas. Un premier Clergyman. On va jouer tout de suite après un deuxième Clergyman. Il m'attaque, ça me dérange pas. Il a la grosse chance de ne pas avoir plus de points de vie que moi. Ah, voilà. Un shift. Pour shift 1. Donc, s'il paye 1, il peut shifter le steadfast qu'il y a là sur une autre carte. Steadfast, c'est lorsqu'il attaque, il n'est pas obligé de taper sa créature. Nice. Ok, donc, c'est ici. Là, on n'attaquera pas cette fois-ci. On va y aller avec le Clergyman. Passer. On n'attaquera pas. On va prier. Puis là, on va tomber dans un... Et voilà. Shift. 3-2. Il attaque avec ses 2-3. On va bloquer avec notre ami Buffalo ici. Voilà. Oh. Pas tannant du tout. Du 2-3. Donc on va tomber avec du 4-5. Très très fort les Clergymen. Puis on veut pas les perdre, donc on n'attaquera pas avec eux. « 3-2. » Il attaque avec toutes. Ça me dérange pas beaucoup. On va... non, on va bloquer un de ces deux-là. On mangerait 6, ça me dérange pas non plus. Ah! Ça, c'est quand même bien. Plus 2, plus 2, ça veut dire 4, 3, c'est pas suffisant. On va y aller avec un buff. Passer la priorité. On va attaquer avec le Buffalo ici. Il est pas mal mort. En plus, il vient de prendre une ressource, il attaquera pas. Le bastion, ça vient pas mal de sceller les issues. Donc on va faire ça ici. Il pourra pas se défendre avec ça. Et nous, ben, on va tout simplement attaquer avec tout. Il n'y a pas de carte dans ses mains de toute façon. Et il meurt. On continue. Bloum, bloum, bloum. Donc, encore une fois, des points d'expérience, de l'argent, blablabla. Bla, bla. On avance, toujours et encore. Encore une fois, je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit au niveau de l'histoire, donc on va très rapidement là-dessus. En fait, essentiellement, ce que je veux faire, c'est vous montrer au niveau de l'interface, ça veut dire quoi. Donc, celui-ci, Embalm, pour un Blood Shard et 3 charges. On peut sacrifier une troupe. Ben, il va sacrifier une troupe pour faire en sorte que les troupes qu'il contrôle gagnent plus 2 ce tour-ci. Et il commence la game avec ça en jeu. Il peut pas attaquer, il peut pas se bloquer. Pour 4, il peut le transformer en un Bone Warrior. Ça va. Loading. Donc, à date, je suis vraiment impressionné de ce qu'ils ont réussi à faire. C'est sûr que c'est arrivé un peu plus tard que plus tôt. Parce que ça fait... Je veux pas me tromper, mais de mémoire, ça fait 3 ans que j'ai kickstarté ce jeu-là. Ça fait 2 ans que le jeu est sorti. Puis ça fait environ un an et demi que le jeu est sorti là, vraiment pour tout le monde. Mais ça fait à peu près 2 ans et demi que le jeu est sorti en bêta. Et on était supposé d'avoir le PvE bien avant ça. Heureusement, on a fini par l'avoir quand même, donc mieux vaut tard que jamais. Et je préfère qu'ils aient pris leur temps pour sortir quelque chose de solide comme ça. Ça m'a pas dérangé d'attendre pour la qualité de ce que je peux voir en ce moment.
Shield Trainer. Les petits decks aussi de départ sont quand même super bien faits. Très intéressant. 1-2 flight. Excellent. Là, on va y aller avec ça. Puis Bravery, ça vaut-il la peine? Non, pas encore. Pourquoi pas? Non, on va attendre. On va prier. On va attaquer. Parce que lui, il peut jouer en quick. Excellent. On va attaquer. Il va bloquer. Parce qu'il est un peu idiot. Et il a plus son flight. J'oublie parfois à quel point l'ordinateur est un peu idiot. Mais bon. Hein? Ça peut pas être parfait, c'est un ordinateur. Ok, donc lui, il y a un shift de life drain. 2-2. Ça me va. J'ai pas de problème avec ça. On va y aller avec le Phoenix Guard. Qui va rendre mes autres créatures de 3 et plus flight. Et lui devient 2 cartes par le fait même. 2 cartes, non pas 2 cartes. On va le laisser aller. Si on continue comme ça. Un autre, envoie donc. Un deuxième. Ah ouais donc. Ah, Recall the Grave. Ouais. Ok. Oh! Ok. 3. On va y aller avec le Buffalo. Où j'y vais avec le rigide? Ouais, mais le rigide, ce serait pas un flight. Fait qu'on va y aller vraiment avec le frigide Buffalo. 2-5 flight. Excellent. On va attaquer avec notre Phoenix parce que techniquement il peut nous retourner que 3. Petit 2 gratuit, pourquoi pas. On va changer son life drain. Pas de problème avec ça. Ok. 4. On va prier. On va attaquer avec ça et ça. Absolument. Excellent. Fait que là, ce qu'on va faire, il peut me retourner 4 seulement. On va le faire voler. Et voilà. Et on va tout simplement se débarrasser de son life drain. Boom. Non. On bloquera pas. On va laisser faire les dégâts qu'il veut bien faire. Oh, lui, il shift létal. Ok. Pas de problème. Blessing. J'aurais bien aimé avoir une ressource. Malheureusement, ça n'arrivera pas. C'est pas grave. On va y aller comme ça. On va attaquer avec nos 2 créatures qui volent. Fin du tour. Ou un autre létal. Pas gentil. Mais ça fait en sorte qu'il n'a pas été en mesure de le mettre le létal sur lui. Donc il est pas mal mort.
Et ben voilà. On continue. Encore des points d'expérience. Bla 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 bla. Donc, vous avez remarqué que la carte en tant que telle fait un carré. La plupart des cartes du monde, si on veut, dans ce jeu-là, vont être carrées, de ce que j'ai pu voir. Puis, normalement, il va y avoir un fog of war, dans le fond, le noir, dans le fond, ce qu'on voit pas, peut avoir 10 millions de petits points comme ça. Donc, ça peut apparaître tout à fait au hasard lorsqu'on est en mission. Puis là, ben, vous pouvez voir que dans ma quest, ça dit Find the Fallen Shard. Puis on se doute bien que c'est ça ici. Donc on va s'en aller vers là. Bla 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 bla. L pour 4. Une troupe que vous contrôlez a plus 1. Plus 1. Une troupe au random que l'adversaire contrôle gagne moins 1, moins 1. Au début de ton tour, si tu as 5 ou plus, si tu as 5 troupes ou plus dans ta crypte, donc dans ton graveyard, tu mets une troupe au random de ta crypte dans tes mains. Donc tu fais un recall gratuit. Quand même cool. Tu fais un call de grave gratuit en fait. Parfait. Would you like to draw first or play first? Je veux jouer en premier, s'il vous plaît. Et je vais retirer mes cartes. C'est pas grandiose, mais ça peut jouer. Donc on va jouer comme ça. Je sais pertinemment que la plupart de mes cartes qui me demandent des doubles shards sont en Diamond. Fait qu'on va commencer avec du Diamond. Même si la carte la plus susceptible d'être jouée en premier risque d'être le Phoenix Guard Trainer. On prend pas de chance. Donc là, je vais me mettre une shard de chaque couleur pour essayer de jouer la double shard. Si j'ai une carte qui me demande ça. Heidi! On la connaît. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Phoenix Guard. Ils ont amélioré les sons pour la plupart. Les sons qu'on reconnaît bien. C'est plus fluide aussi la façon que ça se joue. Je sais, je me répète. On va prier. On va mettre un aura de saphir. Puis on va même mettre un bravery. On va attaquer. C'est quand même dangereux d'attaquer parce qu'il pourrait avoir un recall. Qui est une carte qui lui coûte 2. Avec un threshold de blanc. C'est pas mal la raison pour laquelle j'avais mis un bravery dessus. Un létal. Donc là, il faut que mes créatures soient volantes, puis j'aurai pas trop de problèmes. Un bastion de la Madante. Ça sera pas capable de se détaper au prochain tour. On va attaquer avec ça. Pour 3. Il transfère son létal. Et on bloquera pas. J'ai l'avance sur lui de toute façon en ce moment. Cette face, ça c'est un peu plus tannant. Cette face létale. Si ça continue comme ça, on n'aura pas de plaisir tant que ça. Bravery ici. Fait qu'on va être capable de bloquer les deux autres. Pour l'instant, on va l'attaquer. Il me retourne 10. C'était
interface, j'ai pas de problème avec ça. Il va attaquer avec les 3. On fait 11. Pas de problème avec lui non plus. Il est pas mal mort. Non. On va passer la priorité. Attaquer. Boom. Donc là, c'est très facile parce qu'on est un peu comme dans le tutoriel. Même si c'était, bon, vous voyez là, c'est le boss. Donc j'ai eu le double d'or puis le double de points d'expérience. C'est juste quand c'est les boss que j'ai les doubles finalement. Pas de problème, blablabla. Bla, bla. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en terminant la map, non seulement j'ai des points d'expérience, mais je reçois une carte pour ma collection personnelle. Donc, là où je veux en venir, c'est que le PvE dans X, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller chercher des cartes. En fait, ça va vous permettre d'aller chercher de l'or qui va vous permettre d'acheter euh, euh, des, euh, des cartes à l'auction house, des paquets à l'auction house, ce genre de trucs-là. Et le jeu va vous distribuer des cartes aussi qui vont aller directement dans vos paquets, dans vos collections personnelles en fait. Donc ça, le Pewcid de Matchmaker, qui est une carte PvE. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que vous voyez que le frame de la carte est différent. Il y a un petit peu plus de fioritures en or. Puis ça, c'est des cartes qui vont être seulement utilisables en PvE, justement. Donc, je pourrais pas prendre cette carte-là, la mettre dans un de mes decks pour, me prendre... faire un match contre Monsieur, Madame, tout le monde, en fait. C'est vraiment des cartes qui vont être utilisables seulement lorsque je fais des missions comme je suis en train de faire là, en fait. Donc, pour 5, c'est une 1-1, ça demande un threshold de 2, qui n'est pas facile. Donc, une 1-1 flight, puis elle a un one-shot call qui fait que pour, si on la tape, on va exhauster 2 autres troupes que je contrôle, puis ça va créer un Love Child. Et on le met en jeu. Donc, Love Child, c'est une 0-0. Quand ça entre en jeu, on met soit un +1 ou un +4 d'attaque, soit un +1 ou un +4 de défense. Quand ça rentre en jeu, pour chacun des powers suivants, il y a un 25% de chance que la carte gagne ce power-là. Donc, Crush, Flight, Lethal, Life Drain, Rage 1, Speed, Spell Shield, Steadfast et Swift Strike. Fait que t'as une chance sur 4 d'avoir chacun de ces mots pouvoirs-là. Ok, c'est intéressant. Donc, une fois qu'on a fini la mission de base, la première mission en fait, on retourne à notre gentilhomme. Et là, il y a un point d'interrogation au-dessus de lui qui fait en sorte qu'on a fini la mission et on va avoir gagné un level. Donc, on a gagné encore 150 pièces d'or, 500 points d'expérience, plus 25. J'ai reçu un paquet, le Crayburn Castle Pack. Donc, c'est autre chose que vous allez pouvoir déballer tout simplement dans vos missions. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. Et c'est plusieurs cartes généralement. Donc, un Noble Citizenry, un Phoenix Guard Trainer, un Captain of the Dragon Guard, pardon, un Shards of Fate et Garrett Kay. Vous le reconnaissez, le petit monsieur. Donc, 3, 2 Threshold, 1, 2, 3, et il y a Inspire. Blablabla. OK. Donc, dans le fond, lui, il donne une espèce de shield aux troupes qui ont 3 et plus qui sont castées après lui. Pas mauvais. Donc, vous voyez, en une seule mission, j'ai ramassé tout ça. Et je peux continuer. Et on va tomber dans l'autre map, si je ne m'abuse. Quelques loadings, mais rien de bien grave. Et oui, on tombe dans l'autre map qui est, vous allez le voir, beaucoup plus grande.
Donc avec mon autre personnage, je suis rendu sur cette map-là. Honnêtement, pour l'instant, je sais pas il y a combien de maps dans la mission, en fait dans la campagne. Je vais probablement le découvrir sous peu. Il me reste une chose à vous montrer aujourd'hui, parce que je veux pas vous gâcher la surprise des missions, etc. Là, on tombe dans le plus sérieux un petit peu. Je vais vous montrer le Card Manager. Le Card Manager, encore là, super bien fait. C'est vraiment bien pensé pour nous faire essayer plusieurs combinaisons de deck. Je capote. Ok, Calmos, Pedro, Calmos. Première affaire que vous allez remarquer, c'est que vous avez votre deck de base. La deuxième affaire que vous allez remarquer, c'est que vous avez vos cartes à vous personnelles dans le haut. Par contre, ils sont limités les cartes. Ce que je veux dire par là, c'est que dépendamment de vous êtes à quel niveau, vous allez avoir le droit d'utiliser des cartes communes, uncommon, rares ou légendaires selon les couleurs qui sont acceptées, si on veut, par votre personnage du moment. Donc, ce que je veux dire par là, présentement, mon Marden Test est champion de niveau 2, comme c'est marqué ici. Lorsque j'étais niveau 1, je pouvais seulement avoir 3 cartes communes et 2 cartes uncommunes de chacune des cartes que je peux avoir dans ma collection complète. Autant en blanc, en rouge qu'en bleu. Je ne peux en aucun temps avoir de violet dans mon deck et je ne peux pas avoir de vert non plus. Donc pas de wild, pas de blood, mais je peux avoir des diamonds, des rubis et des saphirs dans mon deck. Je peux évidemment avoir aussi tout ce qui est artefact, mais seulement une de chaque. Si je regarde mon niveau actuel, ce que ça m'a permis, c'est d'aller chercher une carte rare et une carte légendaire pour chacune des cartes que j'ai dans mon arsenal, pour chacune des 3 couleurs suivantes. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si je fais un petit tri là-dessus, donc, bon, ils ont déjà trié toutes les cartes que j'avais besoin. Excellent. Donc, il n'y a jamais de limitation sur les ressources que vous allez avoir. Par contre, si je commence à regarder les cartes. Les artefacts, je vais, peu importe ce que j'ai, en avoir le droit de juste une de chaque carte dans mon deck. Donc, je peux avoir 60 cartes légendaires artefacts dans mon deck. Par contre, je peux seulement en avoir une seule copie de chacune d'elles. OK? Ce serait la même chose avec les rares, les uncommon et les commons. Et étant donné que mon deck de base était Saphir et Diamond, le gestionnaire de deck me permet d'avoir un petit peu plus de cartes de ces deux couleurs-là. En fait, il rajoute une troisième parce que généralement, ça va bien fitter avec le rubis. Donc, le but du jeu, en fait, le but de la campagne, c'est de se bâtir un deck qui va nous permettre d'être de plus en plus efficace en jeu, tout simplement. Donc, en remplaçant des cartes que je voudrais pas dans mon deck pour les remplacer par des cartes que j'aimerais bien avoir. Une chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'on a des nouvelles cartes, vous l'avez vu quand j'ai passé sur une des cartes que je viens de vous montrer, elles brillent les cartes. C'était le Captain of the Dragon Guard, mais je vais essayer de vous en sortir une autre. Bon, le Noble Citizen qu'il y a là. Donc, il y a quelque chose de vraiment bien. C'est une espèce de glue ou de foil, dans le fond, qu'ils mettent sur la carte. C'est vraiment cool. Puis, il y a une espèce de petit drapeau new qui va rester là tant et aussi longtemps que j'appuierai pas dessus et que je sortirai pas de la carte. Donc, c'est quand même bien. Ça nous permet, pour ceux qui ont des plus petites collections, ou des plus grosses collections plutôt, de voir rapidement c'est quoi les nouvelles cartes qu'on a eues. Donc, je pourrais décider, moi, que avec un personnage X, je décide de tout simplement juste rajouter les cartes qui me seraient données pendant l'émission. Évidemment, ça va être beaucoup plus difficile d'y aller avec seulement les cartes qui sont données dans l'émission, mais ça rend le jeu encore plus intéressant selon moi. L'interface. C'est la même chose que l'interface qu'on a pour faire nos decks. Donc, on va avoir dans les options ici,
la possibilité d'aller chercher nos sleeves. Et là, ils ont modifié dans le fond l'interface justement pour pas que ça bug là, au niveau de l'affichage. Moi, j'avais quand même pas mal de bugs au niveau de l'affichage. Puis ils semblent avoir réglé ça avec cette version du jeu-là. Évidemment, là, moi, j'ai vraiment beaucoup de sleeves. De un, parce que j'aime les sleeves. Et de deux, tout simplement parce qu'en kickstartant le jeu, il y avait beaucoup de sleeves. Et en jouant à différents tournois ou beta events, ils nous ont donné des sleeves qui sont différents. Puis ils en sortent un de temps en temps là, pour que ce soit quand même intéressant à jouer puis joli. Donc voilà. Une fois que notre deck va être fait, on peut toujours aller voir dans le fond dans les statistiques de deck. Avec le ratio, le coût de nos cartes, on peut faire des test draws. Donc, toujours bien intéressant pour ceux qui jouent à ce genre de jeu-là. Et on va avoir ici la validation de notre deck. Donc, pour l'instant, c'est un deck assez standard. Il serait valide. Je peux le sauvegarder comme ça, tout simplement. La deuxième chose, et là, ça devient intéressant, c'est le Talent Tree. Donc, j'ai oublié quelque chose. Ça serait pas un MMO s'il n'y avait pas du loot. J'ai présenté ça ici. Voyons voir le personnage. Donc, le personnage, son niveau, son talent tree. Je vais pouvoir y accéder à partir d'ici d'ailleurs. Et les différents items qu'on va pouvoir activer sur le personnage. Donc, je peux mettre jusqu'à 6 items maximum sur mon personnage au départ. OK? Les items, comment qu'on met ça? Tout simplement en sélectionnant l'équipement ici et en appuyant sur chacune des cartes. Éventuellement, je devrais avoir des équipements qui vont fitter avec une carte. Voilà, le Spearcliff Pegasus. Le Spearcliff Pegasus, j'ai les bottes qui sont là, que j'ai ramassées soit en faisant des missions, soit en ouvrant des paquets de cartes, soit en les achetant sur le Auction House. Donc, ces bottes-là font en sorte que lorsqu'elles sont équipées à mon personnage, mes Spearcliff Pegasi have. Quand que je contrôle un humain, cette carte-là a +1/+1 et Steadfast. Donc, quelle habilité intéressante. Je vais prendre les bottes, je vais les mettre sur mon personnage, et à partir de ce moment-là, mes 3 Spearcliff Pegasus vont avoir cette habilité-là. Très cool, right? Donc, ça vient rajouter un élément intéressant au jeu. Donc, le but, c'est d'essayer aussi de trouver des cartes qui vont avoir des items comme ça. Donc là, le Song of the Ancestors, qui est un item, c'est un trinket, fait en sorte que mes Oracle Song deviennent des Quick Action. Donc, ce que j'ai voulu caster tantôt, je pouvais juste le faire pendant mon tour. Ça transforme la carte de Basic Action en Quick Action. Ça fait toute la différence du monde pour ce genre de carte-là. Ça devient extrêmement puissant. Donc, on va prendre ça ici. On va mettre ça dans nos trinkets. Et je continue comme ça jusqu'à temps que j'ai plus de possibilité de mettre d'items. Évidemment, si je veux, je pourrais changer des cartes pour aller chercher des cartes qui me permettent d'avoir des items supplémentaires. Souvent, les items vont faire une très grosse différence dans le income de la game. Tout simplement parce que c'est vraiment puissant en général les items. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les items, on ne peut pas les utiliser en PVP. Donc, exemple, le Bastion of Adamant me permet d'avoir cet item-là. Évidemment, ces deux items-là, vous allez voir, sont moins forts parce qu'ils sont gris. Donc, ça va avoir une incidence sur le jeu, mais ça ne sera pas si hot que ça. Plus l'item est rare, généralement, plus ça va être performant. Donc, ça fait en sorte que mes Bastion of Amaranth vont avoir la possibilité de faire une fois payer 6, enlever mon Battle of Amaranth de la map, si on veut, et la remettre en jeu. Pourquoi je voudrais faire ça? Tout simplement pour refaire l'habilité de la carte qui dit que quand la carte entre en jeu, on va exhauster une target opposing troop et cette troupe-là ne pourra pas se détaper pendant son tour. Donc voilà, on va se servir de ça. Et j'ai mon Buffalo qui me donne un weapon que j'avais pas. Toutes mes Frigid Buffalo auraient... On met une plante que je contrôle dans ma main pour exhauster une target troop. J'ai pas de plante.
Je ne pense pas avoir... Non, je n'ai pas de plante, mais tant qu'à l'avoir, on va mettre ça là. Très, très cool. C'est une des choses qui m'ont fait capoter sur le Kickstarter de ce jeu-là lorsque je l'ai vu. À date, ça reste un de mes meilleurs Kickstarter ever. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec X. Puis honnêtement, euh, Magic Online aurait tout intérêt à prendre exemple sur ce qui se passe avec X en ce moment. Ça devient assez intéressant, merci. Le Talent Tree. Donc, on revient au Talent Tree. C'est un peu comme n'importe quel Talent Tree d'un MMO standard, c'est-à-dire qu'on va avoir ici le nombre de points à passer, les talents qu'on va pouvoir débloquer, et ça va y aller. Oui, c'est ça. Ça va y aller, pardon, en tiers. Euh, et en bas, on va avoir un résumé, dans le fond, de notre personnage. Donc, mon personnage qui est Mordantès niveau 2, je peux spender un point dans un des trucs qui sont éclairés ici, ou je peux garder mes points tout simplement pour débloquer des talents qui me demanderaient 2 points. Donc, le nombre de points demandés pour le débloquer est ici en bas complètement de l'icône. Évidemment, je ne pourrai pas débloquer les talents qui sont plus hauts tant et aussi longtemps que j'aurai pas débloqué les talents du bas lorsqu'ils sont reliés par un truc brun pâle comme ça. Ça me permet de vous dire aussi que ici en bas, vous avez un résumé des différents traits de votre race et de votre classe. Donc, lui, il parle des blessings. Il parle que, bon, étant donné que je suis un humain, je gagne un 5% de plus de points d'expérience et je gagne un 3% de plus de gold. Et dans mes donjons, j'ai plus 1 maximum in size pendant les boss encounters. Wouh! Bref, je veux pas aller plus loin que ça par rapport à ça. J'ai ici mon habileté qui va toujours être là. Puis j'ai différents talents qui vont augmenter certaines de mes habiletés. Ah, c'est excitant. Encore une fois, Starting Health, Starting in Size, donc nos vies, notre main de départ, puis ici on voit le gold qu'on a ramassé jusqu'à présent. C'est-tu bien fait ça? C'est magnifique. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Si c'est le cas, un like c'est toujours apprécié. Euh, Évidemment, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, évidemment YouTube, Twitch. Ça va toujours me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez sur le jeu. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur différents jeux qui vous intéressent et que j'aurai en ma possession, ne vous gênez pas de faire vos demandes. En attendant, c'était Morden qui vous dit ciao ciao!